121 000 jours. C'est le temps qu'il faudrait laisser tourner ton ordi pour espérer créer ton propre LLM. Entraîner une IA nécessite d'effectuer des milliards d'opérations mathématiques, et pour mesurer cette charge de calcul, on utilise une unité appelée le flop. Mais comme les IA sont une succession de calculs mathématiques, on parle plutôt de pétaflops par jour. Un pétaflop, c'est 1000 billions d'opérations. Un pétaflop par jour, c'est un pétaflop pour 86 400 secondes. Prenons une RTX 4090, un beau GPU de Nvidia, il fait environ 0,0826 pétaflops par jour. Les modèles les plus récents et puissants demandent entre 10 000 et 100 000 pétaflops par jour, soit pour notre petite RTX 4090, 121 000 et 1 210 000 jours plein temps. Bien sûr, personne n'entraînerait une LLM sur une carte graphique seule. Si l'on veut boucler l'entraînement en 60 jours, il faudra en moins 2015 de ces petits GPU qui tournent à fond jour et nuit pour espérer entraîner notre LLM. On a compris, il faut des milliers de GPU, mais est-ce qu'on peut juste empiler des cartes et s'attendre à ce que l'entraînement aille juste plus vite avec des meilleures performances? Alors en fait, oui, mais pas vraiment. Si avant il y avait une nouvelle annonce toutes les semaines, eh bien ce n'est plus vraiment le cas. Depuis un petit moment, le rythme a bien ralenti. Mais, et si je vous disais que tout ceci était prévisible? Avez-vous déjà entendu parler de la scaling law ou la loi de mise à l'échelle? Ce dont je voudrais vous parler n'est pas juste une question de matériel ou d'énergie, c'est un problème intrinsèque au processus d'entraînement des modèles de deep learning. Imaginez un monde futuriste où des producteurs de musique cherchent à prédire le BPM parfait pour maximiser le groove, une mesure quantifiable qui permet de déterminer si les auditeurs apprécient vraiment une musique. Grâce à elle, ils peuvent savoir si réellement un morceau de musique est un succès ou non, mais ils aimeraient aller plus loin. Depuis quelques jours, ils ont collecté des données et ont obtenu un joli nuage de points, mais malgré toute leur collecte, ils ne savent toujours pas quoi décider. Alors, après discussion, ils ont eu une petite idée. Tracer d'abord une droite approximative, puis la rectifier de façon itérative. Pour chaque étape, ils ont calculé la distance entre chaque point et la droite, puis fait la somme de ces distances pour évaluer la qualité de l'approximation. En testant de nombreuses positions, ils ont fini par réussir à prédire le meilleur BPM pour leur musique. Et bien si je vous disais que c'est exactement de cette façon qu'apprend un modèle d'IA, même pour les grands modèles de LLM. C'est ce qu'on appelle la loss ou la perte. La loss, ça mesure l'erreur entre la vraie valeur et la prédiction du modèle, et c'est ainsi qu'on guide l'apprentissage du modèle, un peu comme avec une carotte et un bâton. Maintenant, si on prend un peu de recul, on peut observer qu'il existe 3 dimensions clés qui influencent les performances. Le volume des données dont on dispose, la puissance de calcul que l'on peut mobiliser, et la taille du modèle que l'on peut développer. Il suffit d'ajouter un peu plus de chacun de ces 3 ingrédients à nos IA modernes pour améliorer leur performance. Cela rend la fabrication bien sûr de modèles bien plus prévisibles, et des entreprises comme Xai avec Grok l'ont bien compris. En construisant d'énormes clusters de GPU, ils ne se sont pas trompés. Le pari d'investissement de Musk s'est avéré un immense succès. D'ailleurs, en ce début de 2025, leur IA est tout simplement l'une des meilleures du marché, au moins dans le top 3. Le volume de données et la taille du modèle sont donc des facteurs évidents. Plus on dispose de données et plus le modèle est grand, meilleures seront nos performances. Mais je voudrais qu'on se concentre sur le dernier des graphiques, car ce qui nous intéresse ici, c'est la puissance. Il y a un détail que l'on ne remarque pas tout de suite sur ces graphiques. Si l'on regarde bien, notre graphique se trouve en échelle logarithme. Il s'agit d'une courbe qui ralentit progressivement. Alors oui, j'ai une mauvaise nouvelle, on touche presque au plafond de ce que nos entraînements peuvent nous fournir. Les modèles de langue comme GPT sont autorégressifs. Ils sont entraînés en tant qu'une fonction des mots précédents à prédire le mot suivant d'une séquence. Les prédictions prennent la forme d'un vecteur de probabilité, et les valeurs représentent la probabilité accordée à chacun des mots possibles contenus dans son vocabulaire, ce dernier étant généralement d'au moins 50 000. En prenant la phrase « ma chaîne parle d'eux », le modèle va retrouver un vecteur de la taille de son dictionnaire et va accorder une valeur de probabilité au mot le plus probable à sortir pour compléter la phrase, et la somme de ces valeurs étant de 1. Pendant l'entraînement, nous connaissons le résultat attendu. Nous pouvons alors calculer l'erreur de la loss qui mesure combien notre modèle s'est trompé par rapport à la réalité. Si le modèle est 100% confiant à retrouver le mot tech, il donnera une probabilité de 1, et notre loss sera de 0, etc., etc. Cette loss peut fonctionner, mais en pratique, une bien meilleure solution existe, et les plus courageux qui auront suivi les explications mathématiques savent déjà de quoi je parle. Et bien que la justification de la cross-entropie soit complexe, son implémentation en pratique est elle extrêmement simple. Il nous faut prendre la valeur du logarithme négatif de la probabilité de sortie du modèle à un index de notre réponse. En affichant cette nouvelle valeur, il est alors possible de voir que la loss diminue, cette fois-ci beaucoup plus doucement à mesure que la probabilité approche de 1. Et pour les plus avertis, ceci doit vous rappeler une chose, notre scaling law. Ce que je veux vous dire avec tout ça, c'est que les innovations sont lentes et que c'est normal. On est arrivé un peu au max de ce qu'on pouvait faire de manière facile. Enfin, peut-être pas vraiment. Si on se limite à regarder le problème par ce petit bout, alors oui, effectivement, il y a de quoi être découragé. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un développement inattendu a changé la donne ?
Avant, en informatique traditionnelle, c'était simple. On posait des règles claires, on mettait une entrée, on obtenait une sortie, tout était prévu, c'était très carré. Mais avec les IA, c'est un peu tout l'inverse. Souvent, on balance une montagne de données dans le système et c'est lui qui va trouver tout seul la fonction qui va marcher. Résultat, on a des modèles super efficaces, mais on comprend pas toujours comment ils font ce qu'ils font. Il est possible de s'imaginer un modèle de langue comme une énorme sphère, avec toutes ses connaissances rangées dedans. À chaque question, il va tracer un chemin à travers cette sphère, étape par étape, pour choper la meilleure réponse. Chaque étape va donc s'appuyer sur la précédente comme une sorte de fil qui guide petit à petit vers la bonne réponse. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi, c'est pas moi qui le dis, c'est le LLM lui-même. Dans ces grosses structures bien complexes, on voit des nouvelles choses apparaître, un peu presque comme par magie. Pour les cancres au fond de la classe, ça s'appelle l'émergence. Bon, si on s'imaginait un tas de briques de Lego, chaque brique toute seule, c'est juste un petit bout de plastique. Mais si on commence à les assembler, ça devient une fusée, un château, ou même une ville entière, sans que chaque brique sache ce qu'elle fabrique réellement de manière indépendante. C'est un peu ça l'émergence. Plein de petites choses mises ensemble d'une certaine façon créent un résultat impressionnant, bien plus dingue et moins prévisible que ce qu'on pouvait espérer au départ. Pour un modèle de langue, c'est exactement pareil. Chaque petit calcul qu'il a appris, c'est comme une petite brique de Lego. Tout seul, ça veut pas dire grand chose, mais quand tout s'empile, ça donne une machine capable de parler, de répondre, d'inventer des choses, et ça, au tout début, on s'y attendait absolument pas. Alors peut-être que nous avons mal compris depuis le début. Cette loi nous indique que nos entraînements sont correctement faits, et ça, c'est bien. Dans l'entraînement d'un modèle de langue, il y a deux phases clés qui se distinguent. D'abord, la phase de pré-entraînement. On lui balance des tonnes de textes, des livres, des sites, des discussions pour qu'il apprenne les bases du langage avec des téraoctets de données. Il va apprendre les bases, les mots qui vont ensemble, les règles qui tiennent la route. À ce stade, il finit par savoir déjà beaucoup de choses, mais est incapable d'en faire quelque chose de très pertinent. Ensuite vient l'ajustement fin, le fine-tuning. C'est là où on va lui donner un corpus beaucoup plus petit, mais très bien choisi, des textes de qualité, souvent très spécifiques, comme des dialogues ou des instructions très claires. À savoir discuter comme un humain ou rédiger des rapports techniques, c'est moins de données, plus de finesse. Les deux phases, elles marchent ensemble. Une remplit, l'autre va trier. Sauf que tout ça suit une loi qui dit qu'à un moment, plus on grossit, moins tu t'améliores. Et ça, c'est un constat majeur qui est apparu à l'époque de GPT-3. Les plus grands modèles n'obtiennent pas de meilleures performances que l'ajustement de modèles plus petits. Donc, on pourrait partir du principe qu'en utilisant de meilleurs affinages, il est facile d'outrepasser la fameuse scaling law dont on parle. Eh bien non. Du moins, c'est ce qu'avait montré un papier. Ils ont montré que la loi d'échelle s'applique aussi au fine-tuning. Cette conclusion, elle était plutôt pessimiste car elle suggérait que les performances des modèles étaient limitées par leur échelle. Même en optimisant leur architecture, on ne semblait pas pouvoir dépasser une certaine limite de performance. On arrivait dans une vraie impasse. Un an plus tard, cette fois-ci c'est en 2022, qui ont observé que plus l'invite d'entrée est complexe, meilleures sont les performances du modèle. C'est la fameuse époque du prompting. Même sans vision préalable des informations, et avec l'aide de quelques petits exemples, le modèle était capable de trouver des solutions à des problèmes qui lui étaient d'abord inconnus. Mais plus particulièrement encore, il semble que cette capacité soit liée à la taille du modèle, et plus gros est le modèle, plus cette capacité à résoudre de nouveaux problèmes existe. On a réussi donc à casser ce mur en partie, juste en changeant les instructions et en faisant jouer cette émergence. En lui expliquant des raisonnements humains, il est devenu possible de lui faire développer des capacités nouvelles comme les raisonnements complexes, les raisonnements à partir de connaissances ou les raisonnements dits robustes, c'est-à-dire ceux qu'il n'aura jamais vus. Mais tout ce travail a un but, c'est ce qu'on appelle l'AGI, l'intelligence générale. Car même sans ces modèles, ils sont déjà ultra performants. Ce qui est recherché dans le travail moderne, c'est la capacité à raisonner comme nous humains. En reprenant les mots de Sébastien Rachat, le raisonnement, c'est le processus de répondre à des questions qui nécessitent une génération complexe en plusieurs étapes, avec des étapes intermédiaires. Répondre à une question factuelle comme quelle est la capitale de la France n'implique pas du tout de raisonnement. En revanche, une question telle que si un train se déplace à 60 km/h et voyage pendant 3 heures, quelle distance parcourt-il? Là, il faut commencer un raisonnement plus complexe, entrer dans les distances, la vitesse, le temps, avant de pouvoir arriver à une réponse. C'est ce dernier point qui est actuellement en phase d'amélioration, et si vous êtes curieux, je vous invite à vous abonner encore une fois, car j'expliquerai de quelle manière ils y parviennent dans une prochaine vidéo. Petit disclaimer, il va y avoir un peu de maths, et si cela ne vous intéresse pas, bien sûr, n'hésitez pas à skip, mais pour les plus courageux, je vous invite franchement à rester. Un modèle d'IA est défini par un ensemble de paramètres qui influencent la manière dont il interprète les données. Lors de l'entraînement, l'objectif est donc d'ajuster ces paramètres pour qu'il décrive au mieux les données observées. Cette vraisemblance, qui est notée L de θ, va mesurer la probabilité d'observer les données qu'on va appeler D, en supposant que le modèle a des paramètres que l'on appellera θ bien définis. Ce modèle
fait des erreurs car ses prédictions ne correspondent pas toujours exactement aux valeurs réelles. Si on suppose que ces erreurs suivent une distribution normale, la probabilité d'observer une valeur yi a donné une prédiction yi chapeau, sachant que modèle A appris sera exprimé par la formule suivante. Ce que ça signifie, c'est que plus l'erreur yi moins yi chapeau est petite, plus la probabilité va être élevée. Le problème, c'est pour un ensemble de beaucoup d'observations, la vraisemblance devient un produit de ces probabilités, ce qui signifie qu'il est difficile de manipuler cette formule, et une façon plus pratique de travailler avec cette fonction est de prendre son logarithme, ce qui va transformer notre produit en somme. Alors en prenant le logarithme, la log vraisemblance devient une somme. Et après simplification, on retrouve une fonction bien connue en apprentissage automatique. Sous l'hypothèse d'erreur normale, maximiser la vraisemblance revient à minimiser l'erreur quadratique moyenne. Et cette valeur, ce qu'elle représente, c'est une distance entre notre information vraie et l'information apprise par l'IA. Et c'est ce résultat extrêmement élégant, et lorsque l'on parle de modèles performants, il ne s'agit pas simplement d'augmenter leur taille ou leur puissance de calcul, ce qui compte, c'est comment on optimise leurs paramètres pour qu'ils s'adaptent au mieux à nos données.